inside now to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! 81-point game. What can I say? Anything's possible. Anything's possible! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Starting 5, c'est Yanis et je suis encore en compagnie de la fine équipe. Comment allez-vous les gars? Salut. Salut, nickel. Salut, ça va. Donc tout d'abord, bonne rentrée à toutes et à tous. La rentrée NBA, c'est pas encore pour maintenant, mais on va quand même continuer à parler NBA. Donc quand même, au programme, Knicks et Bulls aujourd'hui, deux équipes qui pourraient nous surprendre cette saison en mal ou en bien. Une chose est sûre, on espère de gros duels comme on a pu en avoir par le passé entre ces deux franchises. Ces deux franchises se sont renforcées cet été, donc on va commencer tout de suite par les Knicks, honneur au plus mauvais bilan. Donc, ils ont acquis cet été Brandon Jennings, Courtney Lee, Joachim Noah, Derrick Rose et en coach Jeff Hornacek. Donc les ex-Bulls, Noah et Rose ont fait monter la sauce ces dernières semaines, donc super team, ultime outsider, bref, ce ne sont pas les seuls au sein de l'équipe à avoir fait ça. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée, messieurs, de jouer la carte de l'hyper-confiance quand bien même la saison n'a pas encore commencé et que leur future saison se basera sur des « et si » ? À mon avis, ça fait partie du jeu. Tu peux pas démarrer la saison en disant super, on s'est un peu renforcé, mais on va faire 48 défaites alors que l'année dernière on en a fait 50, donc il y aura une progression. Il faut qu'ils aient la confiance, puis c'est des joueurs qui ont besoin de confiance. Derrick Rose et Joachim Noah, ils sortent d'une saison plus que compliquée, surtout Noah avec des blessures. Donc en soi, ils sont obligés de se montrer confiants, surtout qu'à New York, c'est la franchise la plus médiatisée. Tu peux pas montrer un autre visage. Donc, est-ce qu'ils ont raison? Pas forcément, mais est-ce qu'ils ont le choix? Pas forcément non plus. Je pense pas que ce soit une question de choix. Hein. Je pense que c'est surtout... c'est pas une question de choix dans le sens où en fait, on les attend énormément parce que ça va être intéressant de voir les relations entre Derrick Rose, Carmelo, Joachim Noah, Porzingis et même Courtney Lee et Brandon Jennings qui sont quand même des bons atouts, mais je pense que c'est quand même compliqué de dire ouais, on est une super team, on va essayer de tout défoncer et tout. C'est super risqué parce que comme tu disais dans la question, Yanis, cette saison elle sera faite de et si, donc c'est des et si Derrick Rose se blesse pas, et si Joachim Noah se blesse pas, et si tous les joueurs sont au niveau, certes ça peut marcher, mais et si ça se passe pas comme il faut, ça marchera pas. Donc partir en se disant on est une super team, c'est clairement risqué. Hein. Surtout que tu te vends en tant que super team, mais est-ce que tu t'es réellement renforcé? Derrick Rose, il y a un point d'interrogation, plutôt important quand même. Tu perds Robin Lopez, qui est un très bon intérieur, et Joachim Noah ne vaut pas Robin Lopez. Donc ça veut dire qu'au poste 5, déjà, tu t'es absolument pas renforcé. Poste de meneur, ça dépendra évidemment de la santé de Derrick Rose. Brandon Jennings aussi, il y a quand même un gros point d'interrogation. Pour moi, la seule vraie plus-value qui a été apportée dans le collectif de New York, c'est Courtney Lee. Lui, ça va vraiment être un joueur qui va prendre une autre envergure, je pense, parce que c'est vraiment un très bon joueur. Et pour moi, c'est la seule vraie addition qu'on peut compter sur l'effectif. Les autres, il y a trop d'incertitudes. C'est surtout que ces termes-là, outsider team, super team, ça fait partie de la communication, c'est-à-dire qu'il y a tellement de points d'interrogation sur les Knicks qu'il faut déjà partir sur une base de confiance. Donc ça fait partie de la communication. Après, moi, j'ai un peu plus je dirais que les Knicks vont un peu plus réussir. On va voir par rapport à Derrick Rose s'il se blesse, mais il y a quand même un bon renforcement. Je pense que Phil Jackson a fait un très très bon recrutement comparé à ce que dit Flo. C'est vrai qu'il y a quand même des incertitudes, mais c'est quand même une belle base. Donc maintenant à voir parce que ça peut leur porter préjudice tout ça. Après, c'est une belle base par rapport à quoi? T'as pris Derrick Rose, t'as pris un gros nom qui a pas fait 10 matchs corrects en 3 ans. T'as recruté un ancien MVP qui a la santé plus qu'en dents de scie. Ta seule vraie addition sur le collectif, c'est Courtney Lee. Hein. Brandon Jennings, c'est constamment blessé. Joachim Noah, c'est constamment blessé. Derrick Rose, c'est constamment blessé. Qu'est-ce que tu as ajouté à part du boulot à l'infirmier? Quand bien même, tu pars sur une meilleure base que l'année dernière déjà. C'est malgré ça, c'était pas très dur.
Ah bah ouais, mais bon, c'est déjà ça, c'est ce qu'il fallait déjà à New York. Et donc ça reste quand même une plus-value. Certes, elle est pas sûre, mais ça reste quand même une belle plus-value, surtout si ça marche. Ouais, après, on a toujours connu Derrick Rose, notamment hyper confiant en lui. Il a toujours fait des déclarations juste avant de commencer ses saisons. Après, en fait, je pense que ça nous perturbe plus, nous, en tant que Français, parce qu'on a toujours cette culture de l'anti-confiance en soi que les Américains n'ont pas forcément. Donc peut-être que ça nous choque plus de notre côté qu'aux États-Unis, mais ça reste quand même hyper risqué et les médias seront à plaisir de les descendre s'ils respectent pas en gros leurs promesses, on peut dire. C'est pas vraiment des promesses, mais s'ils respectent pas les paroles qu'ils ont tenues, quoi. Surtout Derrick Rose en fait. Puis Derrick Rose, faut pas oublier qu'on l'aura pas dès le début de la saison. Hein. Niveau extra sportif, c'est très compliqué pour lui. Hein. Faut pas s'imaginer qu'il fasse un début de saison canon avec l'affaire qu'il a au dos. Hein. Ah, c'est clair. Ouais. Ah oui, non, ça c'est sûr, ça va pas l'aider. Mais de toute façon, quand on fait Effectivement, la base est meilleure, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est pas discutable. Mais la base est meilleure, mais est-ce que c'est réellement une bonne base? Tu peux passer de médiocre à faible, mais est-ce que pour autant tu peux jouer quoi que ce soit? J'en suis pas sûr. Pour l'instant, on ne peut pas savoir. Mais pour moi, elle est bien meilleure que l'année dernière. Donc, disons que l'excès de confiance fait partie du jeu. Mais non, ouais, il y a quand même une base. Je suis désolé, elle est pas solide, mais elle est quand même là. Quand les genoux de Derrick Rose sont ta base, c'est qu'il y a un souci. Hein. Ouais, mais t'oublies quand même qu'il reste Melo, il reste quand même Porzingis. Il y a quand même Noah. Il a quand même un passif de blessé, mais Noah, si c'est pas blessé, c'est excellent. C'est excellent. Ça pourrait faire partie. T'as pris Noah, t'as perdu Robin Lopez. C'est quoi la plus-value? Il y en a aucune. Hein. La plus-value, c'est la polyvalence Robin de Lopez. Noah. Robin Lopez est un bien meilleur joueur que Noah à l'intérieur. Ouais, maintenant, aujourd'hui, parce que Joachim Noah a été meilleur que Robin Lopez Exactement. Il a été meilleur, maintenant il est plus. Hein. Oui, il est plus parce qu'il est passif de blessure, mais n'empêche que s'il arrive à retrouver un certain niveau, il sera peut-être pas au niveau de sa saison 2013-2014 où il était en double-double de stats, mais n'empêche que s'il retrouve un niveau à peu près correct, ça peut faire mal avec peut-être une grosse progression de Porzingis. Ça peut être vraiment intéressant dans le secteur intérieur des Knicks. Hein. Ça, effectivement, c'est ce que j'attends, de voir la progression qu'a eu Porzingis. Justement, honnêtement, Noah, moi, j'aurais pas mis une pièce dessus. Justement, voilà, ça me permet de rebondir tout de suite sur la question suivante. Donc, Kristaps Porzingis, sera une des clés de voûte de l'équipe des Knicks, hein, mais à quel niveau on pourrait le retrouver cette saison? Je pense qu'il Bonne question. Il fera une bonne saison comme il a fait dans sa première année de rookie là. Je pense qu'il sera. Je sais pas s'il va beaucoup progresser au niveau statistique. Je pense qu'il va surtout progresser au niveau agressivité. On l'a vu très agressif en début de saison dernière et c'était vraiment sympa à voir tous les dunks claquettes là qu'il a pu mettre en débarquant de nulle part sur les rebonds offensifs. Je pense qu'il va gagner tout ça en agressivité. Et ses stats vont peut-être augmenter un peu, j'espère, et je pense que ça sera vraiment ça va devenir la tour de contrôle de New York pour moi. C'est un joueur très complet déjà à la base. Il est bon à longue distance, il est bon à l'intérieur. Défensivement, il arrive à faire les efforts. C'est un bon contreur, très bon rebondeur. Donc bon, c'est quand même un joueur qui est très complet. À quel niveau on peut le retrouver? C'est sur des petits... je pense que sa progression cette année va se jouer déjà au niveau de la musculature. Parce qu'il était quand même un peu frêle. À l'intérieur, il se faisait assez rapidement bouger. Donc ça va être sur ça qu'il va falloir qu'il progresse. Et après, essayer de progresser dans un axe avec des mouvements près du panier. On l'a vu 2-3 fois faire des bons mouvements avec des fade-away, mais il faudrait vraiment qu'il progresse sur un jeu entre le panier et 2 mètres du panier, où c'est là où il a le plus de difficultés. Il n'a pas spécialement de bras roulés ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment sur l'aspect offensif très proche du panier. Après, le reste, il a, et je pense que Porzingis, ce sera, dans les prochaines années, on aura un excellent joueur.
Ouais, voilà, comme a dit Flo, c'est pareil, ouais, je pense la même chose. Au niveau physique, il va falloir qu'il se renforce beaucoup quand même, parce que c'est plus que bouger qui se faisait dans la raquette. On l'a vu même pendant son rookie wall. Donc va falloir faire très attention sur ce point parce qu'il reste quand même important. Mais après, voilà, il est très complet. J'ai pas de doute là-dessus sur le fait qu'il fasse une bonne saison. Maintenant, faut voir par la suite. Le physique est très important. Surtout là où veut le faire jouer Hornacek. La seule chose qui peut gâcher sa saison, c'est les tickets shoot que pourraient prendre Derrick Rose, Carmelo Anthony ensemble. C'est la seule chose qui peut vraiment un peu gâcher sa saison. Je suis pas sûr qu'il touche autant de ballons que l'année dernière. Parce que l'année dernière, c'était la deuxième option derrière Carmelo. Donc il touchera moins de ballons que l'année dernière. Ça peut être frustrant pour un joueur qui a eu pas mal la balle la première année de l'avoir un peu moins la seconde année. Est-ce qu'il saura faire la part des choses? Est-ce qu'il saura accepter ce partage de ballon? Est-ce que Derrick Rose sera le meneur qui cherchera Porzingis sur le terrain ou qui systématiquement mettra la balle à Melo? L'organisation du jeu des Knicks peut être le facteur qui fasse, entre guillemets, plonger Porzingis. Bien que je pense que les joueurs ont quand même l'expérience et l'intelligence de voir qu'ils ont quand même un joyau pour l'intégrer dans le collectif. Ouais, et je pense que Pierre va me rejoindre sur ce sujet parce que faut savoir que Derrick Rose reste un meneur, mais c'est un meneur qui mange beaucoup de ballons. Donc il va falloir faire très très attention à ça. Faut pas croire, hein, c'est celui qui fait un des meneurs qui fait le moins d'assists de toute la ligue. Donc va falloir vraiment faire attention à ça, comme a dit Flo. Donc ouais, c'est vrai que moi j'ai peur sur ce côté-là par rapport à Rose. Ouais, c'est ça. Après, pour revenir sur Porzingis, je pense pas que ce soit un joueur qui a un ego surdimensionné au point de vouloir la balle à chaque session offensive. Je pense qu'il acceptera très bien ce côté un peu plus partage du ballon avec Joakim Noah qui va l'assister à l'intérieur et puis cette ligne extérieure qui sera plutôt pas mal. Je pense pas que ce sera un problème. Après, est-ce que Derrick Rose jouera plus sur Porzingis que sur Noah? J'en sais rien honnêtement. Je pense qu'au début on verra surtout une relation Rose-Noah peut-être du fait qu'ils se connaissent déjà, mais je pense que ça va s'installer tranquillement et je me fais pas trop de soucis pour Porzingis. Je pense que c'est un joueur très intelligent qui saura rapidement montrer qu'il peut avoir la balle et que ses coéquipiers, et notamment son meneur, peuvent avoir confiance en lui dans toutes les phases offensives en fait. Moi, ce dont je te parlais, c'était absolument pas de l'ego de Porzingis, parce que comme toi, je pense que c'est un joueur qui a pas spécialement un ego surdimensionné. Donc le seul truc qui m'inquiète, c'est effectivement que Rose cherche systématiquement Noah, systématiquement Anthony, et que le joueur lui-même soit frustré en se sentant exclu un peu du collectif. Voilà. T'es un rookie que la première année, t'as beaucoup eu la balle, t'as quand même eu des responsabilités. On se rappelle du shoot à Charlotte, même s'il comptait pas qu'il met au buzzer, le dernier shoot du match, c'est lui qui l'a eu, c'est pas Carmelo. Est-ce que cette année, il va pas être frustré de moins toucher le ballon et d'être moins impliqué dans le collectif? Ça reste une possibilité. Je pense pas, parce qu'il y aura quand même la connexion Melo-Porzingis, même si elle n'est pas super développée non plus, mais il y aura quand même cette connexion parce que comparé à Derrick Rose et Noah qui se connaissent bien, Melo et Porzingis se connaissent bien, donc si Derrick Rose commence à jouer avec Carmelo, peut-être que Carmelo fera tourner à Porzingis. Enfin, je pense qu'il y aura tout un système à mettre en place pour arranger tout le monde, mais je pense pas que Porzingis touchera, enfin, si, il touchera sûrement moins la balle, mais je pense pas que ça le gênera au point d'être frustré. Je pense que ce sera au début et que ça se mettra en place tranquillement. Enfin, je le vois comme ça et j'espère le voir comme ça. Tu perds Robin Lopez, et Robin Lopez, c'est un joueur qui en attaque, il te demande très peu de ballons. Quasiment pas. Noah non plus. Hein. Noah, offensivement, c'est quand même un joueur qui a besoin de plus remonter, venir chercher la balle, la toucher, la distribuer. Il a cet aspect polyvalent que n'a absolument pas Robin Lopez. Robin Lopez, presque, il reste sous le panier, il te fait un hook, et même s'il touche pas la balle, il va plonger au rebond offensif. Tandis que Noah a un aspect où même sur les phases offensives, pour être impliqué, il a quand même ce besoin de remonter, de toucher la balle, voire même de distribuer.
aspect que n'a absolument pas Robin Lopez. Donc, est-ce que ça peut pas créer un déséquilibre? C'est une question que je me pose. Ouais. De toute façon, le déséquilibre ne peut pas venir que de là, puisqu'il y a tellement d'arrivées au Knicks qu'il y a forcément un chamboulement de partout. Donc le jeu ne sera pas du tout le même que l'année dernière. Donc je pense que Hornacek a dû faire un discours pour Porzingis notamment, en lui disant qu'il y a des moments où il touchera beaucoup moins la balle, parce que ça dépendra de contre qui ils joueront, et il y a des moments où il aura beaucoup la balle. Donc je pense que Hornacek n'est pas débile, il a dû faire un discours pour chacun pour les préparer. Donc voilà, je pense. C'est le chamboulement, il vient de tout, il viendra pas que de Noah. Hein. Ouais, je suis tout à fait- Hornacek n'est pas débile, mais c'est pas un génie non plus. Hein. Non, mais quand même, ça reste quand même un coach correct, et je pense que dans sa tête, il a quand même un système, il a quand même un plan pour que ses joueurs restent cohérents. C'est simple, le plan il lui est dressé par Phil Jackson, c'est jouer un triangle. Justement, c'est une question dont on reviendra tout à l'heure. Donc, ensuite, il y a une question qui revient sans cesse, année après année, c'est qu'en est-il du leadership de Carmelo? Sera-t-il capable d'assumer enfin pleinement son rôle? Oui, Non. je m'en fais pas vraiment pour Carmelo, et Carmelo c'est un mec qui a du leadership, il a une crédibilité au sein de la ligue, il est écouté, je m'en fais pas pour ça. Après, est-ce que ce sera suffisant ces éléments pour qu'ils soient suivis par des mecs comme Derrick Rose? C'est la question qu'on peut se poser. Mais pour moi, il n'y a aucun doute. Et pour moi, Carmelo Anthony a toujours été un meneur au sein des Knicks. Hein. Ça a toujours été un leader. Hein. Moi, par contre, je suis pas du tout d'accord avec Flo. Le leadership de Melo, en tout cas au Knicks, pour moi c'est 0. Donc j'ai un peu peur de ce côté-là. Espérons qu'avec les nouvelles venues ça changera et qu'il prendra conscience que c'est son équipe et qu'il va falloir que les changements viendront de par lui d'abord. Mais non, moi niveau leadership, j'ai du mal avec Melo. Ouais, enfin, vu les équipes qu'il a pu avoir ces dernières saisons, je pense que t'as pas trop envie d'être un leader quand tu vois l'équipe que t'as. Là, je pense que avec les nouvelles arrivées, notamment Jennings, Courtney et tout ça, ça peut être vraiment intéressant et ça va peut-être développer un peu plus son côté leader, ce côté leader, quoi, tout simplement. En fait, je rejoins plus Flo sur ce point-là, tu vois. Moi j'ai du mal, on verra bien. C'est un mec qui a quand même une grosse crédibilité au sein de la ligue. Hein. C'est un des joueurs préférés des autres joueurs. Rien que ça, quand tu as l'appui de tes pairs, c'est quand même énorme. Juste en termes d'assises sur ta place et de leadership. Beaucoup de joueurs ne l'ont pas, ils sont pourtant des bons leaders. Mais quand tu as un peu plus l'appui de tes collègues, ça aide quand même toujours un peu plus. Donc c'est pour ça que je m'en fais pas spécialement pour ça. Quand tu es leader, ça demande de faire confiance à ses coéquipiers. Alors je suis d'accord, il n'a pas eu la meilleure équipe au monde ces dernières années, mais sur ce côté-là, Carmelo n'est pas le joueur qui fait le plus confiance au monde à ses coéquipiers. Donc déjà, c'est une partie du leader qui part, parce que ça fait partie d'être leader, de faire confiance à ses coéquipiers. Donc moi, je sais pas, j'attends de voir cette année, je le mets pas de côté, mais faut voir. Ouais. C'est vrai que LeBron James, il fait vraiment confiance à ses coéquipiers. Bien sûr. Ça s'est vu rien qu'avec J.R. Smith. Pour moi, LeBron James fait confiance aux personnes qu'il a envie de faire confiance. Si tu regardes dans son équipe, il fait plus confiance à ses copains qu'aux autres. Donc sur ce point-là, moi j'ai quand même un point d'interrogation. LeBron James c'est un leader naturel, c'est clair, mais quand tu regardes les phases offensives de Cleveland, le ballon quand il part de la main de LeBron James, il part vers 3 personnes, hein, pas plus. Oui, mais bon, après, LeBron, c'est LeBron, quoi. C'est pas la même chose. Tu peux pas comparer LeBron. On est d'accord, c'est pas la même chose, mais tu me dis juste en termes de leadership, c'est faire confiance à ses coéquipiers. LeBron, il a souvent ses cibles hein, quand il fait les passes. Hein. Donc c'est pour ça que ça m'inquiète pas plus que ça, même si Melo, il se contente de faire la passe à Rose, Noah, Porzingis et Courtney Lee, ça suffira largement. Le leadership de Carmelo Anthony, moi, à la limite, ce qui m'inquiète le plus, à New York, c'est pas vraiment le leadership. Hein. Tu vois, moi, ce qui m'inquiéterait le plus, c'est du coup les deux égos surdimensionnés que peuvent avoir Melo et Rose. J'ai peur de la relation qui peut se créer. J'aimerais bien avoir une belle relation entre ces deux joueurs-là, plus le secteur intérieur, comme on l'a dit.
Après, c'est quand même hyper risqué. Comme on l'a dit tout à l'heure, Derrick Rose, c'est pas le meneur le plus passeur de la ligue. Melo, c'est pareil. Comme tu disais, il a du mal à faire confiance à ses coéquipiers parfois. Va falloir gérer ces deux points-là. Si ça se passe bien, tant mieux. Mais de toute façon, on sait que là, ça va être vraiment si ça passe ou ça casse, quoi. C'est clair et net. Entièrement d'accord avec toi. Donc ensuite, messieurs, 32 matchs en 2012, 10 en 2014, 50 en 2016. Donc la saison de New York dépendra grandement de la santé de Derrick Rose. Sa santé, elle, est sans cesse remise en question. Est-ce que ce serait pas finalement une année charnière pour lui et pour sa carrière? Clairement, si. Clairement, si Derrick Rose se réveille pas cette année, son avenir dans la ligue, il est clairement presque mort, si on peut dire. Il va vraiment falloir qu'il se démarque, surtout après toutes les déclarations qu'il a faites. C'est pour ça que c'est vraiment un risque de balancer comme ça, avant que la saison commence, que les Knicks deviennent une super team. Parce que au final, c'est lui qui va en payer les conséquences le premier, je pense, parce que c'est lui qui l'a dit. Et si clairement cette année il fait pas une saison à la hauteur de nos espérances, ça va être très difficile pour lui par la suite. Hein. Ouais. Bien sûr que c'est une saison charnière, il est agent libre à la fin de l'année. Donc s'il se montre pas maintenant, quand est-ce qu'il va se montrer? Ah, c'est exactement ça, hein. Ça va être vraiment super important cette saison pour lui. Alors il a pris son gros contrat après sa saison de MVP, mais du coup c'est maintenant ou jamais pour lui aussi. Hein. Oui, surtout en termes de crédibilité, hein, de toute façon. C'est vraiment sa dernière chance. C'est-à-dire que s'il ne réussit pas avec les Knicks, son avenir dans la Ligue n'est pas fini, mais elle est hautement remise en question. Donc oui, là, je pense que de toute façon, il a toute la pression du monde. Donc il a intérêt à assumer ce qu'il dit, parce que le premier faux pas, ça va aller directement sur lui. Ouais, c'est ça. Je pense que si les Knicks ne marchent pas cette année, ce sera plus de la faute de Derrick Rose plutôt que de la faute de Carmelo. Dans le sens où c'est vraiment... Carmelo, on n'a pas beaucoup entendu parler de cette nouvelle équipe. Enfin, il a vraiment pas dit grand-chose de choquant, on va dire, contrairement à Derrick Rose. Donc ça va être vraiment sur Derrick Rose que l'équipe va reposer, même si sur le terrain, ce sera plus Carmelo. Mais clairement, c'est une année décisive pour Derrick Rose. Si cette année, il fait une bonne saison, ça peut le faire pour lui par la suite. Si par contre, il fait une année dégueulasse, clairement, c'est foutu. Hein. Moi, ce que je trouve génial, c'est quand même que c'est les deux joueurs qui arrivent des Bulls qui ouvrent leur gueule alors qu'ils sortent d'une saison, autant te dire, à oublier, quoi. Moi, c'est juste ça qui me fascine. Tous les mecs, je vais pas dire anciens de New York, mais tous ceux qui étaient là l'année dernière à New York, on les entend pas. Le coach qui vient d'arriver, on l'entend pas. Les deux qui se font trader là, qui arrivent des Bulls à New York, ils arrivent, ils commencent avec des déclarations d'un côté, de l'autre. On a juste envie de leur dire, calmez-vous, vous êtes arrivés il y a 2 mois, quoi. Bossez plutôt, faites ce que vous avez à faire pour une bonne saison, parce que votre saison l'année dernière, elle a oublié, et vous ouvrirez un peu votre gueule à la fin de la saison. C'est juste ça qu'on a envie de leur dire, quoi. Parce que là, ces déclarations, elles n'ont aucun sens. Ouais, c'est ça. Tu vois Derrick Rose qui signe à 21 millions, tu te dis, bon, arrête de parler, va t'entraîner, quoi. On t'attend, donc va t'entraîner. Va te soigner, plutôt. Oui, aussi, oui, mais ça va avec, tu vois. C'est un gros risque qu'il a pris à ouvrir sa gueule comme ça. Et pourtant, il le fait depuis le début, on le connaît comme ça. Mais là, clairement, c'était vraiment le moment où il fallait pas parler, quoi. De toute façon, moi, ça me choque pas. Ça fait partie de la com, point barre, c'est tout, c'est comme ça. Donc, c'est pas choquant, hein, qui le dit. De toute façon, chaque année, on a le droit à quelque chose de rose. Donc bon, au bout d'un moment, on s'y habitue, hein. Ouais, on s'y habitue, mais c'est lui qui va tout prendre sur la gueule si ça se passe très mal cette année. Je le souhaite pas, mais... Je le souhaite pas. Ça sera lui là-dessus, hein. C'est clair que ça sera la première cible. Ah bah c'est sûr. C'est une certitude. Il a quand même un passif, le garçon, hein. Ah bah oui, surtout en termes de blessures, oui, ça c'est clair. Donc, pour clore la page Knicks, messieurs, après 2 échecs consécutifs, Phil Jackson a-t-il finalement raison de vouloir persister encore et encore avec l'attaque en triangle? Tu viens de donner la réponse dans ta question. Après 2 échecs consécutifs. Alors, t'as la théorie du jamais 203. Mais bon, vaudrait mieux éviter de perdre un an de plus. Non, ouais, mais c'est une véritable erreur, cette attaque en triangle qu'il veut faire.
à tout prix, ça ne sert à rien, ça ne s'applique pas pour le jeu actuel des Knicks de toute façon. Donc, c'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. On joue pas au basket aujourd'hui comme on joue au basket il y a 15 ans. C'est voir les choses comme ça, c'est tout simplement une erreur. Et là, Jordan, je suis à 100%. Ouais, voilà, donc c'est ça. Après, c'est aussi à Phil Jackson de travailler sur ce côté-là, parce que si il persiste à faire cette attaque en triangle, les Knicks n'arriveront à rien. Je peux le signer là tout de suite. Après, Hornacek aurait annoncé qu'il voulait pas vraiment jouer l'attaque en triangle. Après, est-ce qu'il va suivre ses paroles ou alors se soumettre à Phil Jackson? Ça, c'est la question. À ton avis, pourquoi Phil Jackson a pris Hornacek et pas un mec comme Dave Yorker ou un mec qui a un peu plus de caractère comme un Frank Vogel? Mais tout simplement parce que Phil Jackson, ce qu'il voulait, c'est quelqu'un, entre guillemets, qui ne dira pas son mot, qui n'ira pas contre ce qu'il dit et qui appliquera ce qu'on lui dit. Ben, Hornacek, c'est ce coach. Il a des commentaires d'au-dessus, il va les appliquer. Un coach avec un peu plus de caractère comme Vogel ou comme Dave Yorker, je suis pas sûr qu'il s'est dit amène à tout, quoi. Ouais. Flo a raison. Hein. De toute façon, si Phil Jackson veut jouer l'attaque en triangle, que Hornacek dise quelque chose ou non, ça sera la même chose, ce sera l'attaque en triangle qui sera jouée de toute façon. Bah c'est sûr. Donc voilà, donc, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, on va pouvoir clôturer cette page et passer donc à la page Bulls, messieurs. Non, c'est bon. C'est bon. Donc du côté de Chicago, l'été a été mouvementé aussi, avec le départ de Noah, Rose et Pau Gasol, et la signature de Wade et Rondo. Là aussi, on peut les attendre à un bon niveau, surtout qu'arrivé par exemple du très brillant rookie Valentine. Donc Rondo et notamment Wade ont encensé Butler en qualifiant de leader, en disant qu'il aurait pleinement les commandes de l'équipe sur le parquet. Et au vu de leur CV à chacun, est-ce que ce n'est pas finalement les parfaits joueurs pour comprendre et prendre leur rôle de lieutenant? Wade, oui. Wade, c'est quelqu'un qui a cette intelligence et qui saura s'effacer pour, à la limite, le collectif, donner des conseils à Butler, l'orienter. Et Butler est quelqu'un de très intelligent qui saura écouter les conseils de Wade. Rondo a un peu plus cet aspect ingérable quand même, hein, c'est indéniable. Donc, est-ce que Rondo, lui, par contre, saura faire la même démarche que Wade? Ça, j'en suis pas sûr. Ouais, je pense pas non plus que Rajon Rondo soit vraiment la meilleure option que les Bulls aient pris cet été. Mais par contre, je rejoins Flo dans le sens où Jimmy Butler sera... Enfin, Dwayne Wade a rapidement compris que c'était de toute façon la franchise de Jimmy Butler. Maintenant que D-Rose est parti, ça se confirme. Et aujourd'hui, je pense que ce sera vraiment Butler qui gère tout ça et Wade qui l'assiste et qui lui donnera des conseils comme une sorte de passage de témoin un peu... pour la suite de la carrière de Butler en fait et des Bulls. Oui, ouais, je rejoins Flo et Pierre. Wade saura s'effacer, c'est une certitude. Rondo, moi j'ai du mal avec Rondo. Alors j'adore son jeu hein, sur le parquet, j'adore comment il joue. Moi c'est dans la tête que ça va pas du tout. Et ce qui va pas du tout, c'est que est-ce que Fred Waberg est capable de gérer Rondo? Pour moi c'est quasi impossible. C'est impossible. Il avait déjà du mal à gérer Derrick Rose et Derrick Rose est un peu moins caractériel que Rondo. Rondo, c'est le mec quand même qui s'est fait calmer par des Marcus Cousins. Hein. Marcus Cousins, c'est pas le premier pour être le plus calme non plus. Hein. Et Fred Hoiberg, je sais même pas quoi en penser de lui en général. Hein. Ah bah. Non, moi je n'ai pas confiance en ce coach. Du moins, j'étais très très content pour l'année dernière qui est du renouveau. Autant là, ça peut imploser très 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 rapidement. Il est là le problème en fait, c'est que si ça implose rapidement aux Bulls, c'est terminé. Ouais. Oui, ça. On est d'accord. Mais enfin, pour moi, c'est pas un coach qu'il te faut dans une franchise comme les Bulls. Je te rejoins à 100% là aussi. Hein. Autant Billy Donovan, on avait quand même un très bon retour, deux très bons retours le concernant, notamment des retours universitaires, bien qu'on soit d'accord que l'université et la NBA ce soit différent et peu de coachs qui proviennent de l'université ont réussi de suite en NBA. Mais Fred Hoiberg, c'était le mec sur qui on avait 10 points d'interrogation, quoi.
Et tu le mets à la tête des Bulls, le mec pour sa première fois, on lui dit bah tiens, tu vas gérer dans la même équipe Derrick Rose, Joakim Noah, Jimmy Butler. Amuse-toi bien. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Et là on lui dit bon en plus on va te filer Rajon Rondo, il est sympa, tu vas voir. Tu peux pas. Tu lui fais même pas un cadeau, mec. Non, c'est sûr. là, on le... Après, par contre, l'équipe des Bulls reste quand même vachement intéressante, mine de rien. Il y a vraiment un truc à faire parce qu'il y a des joueurs avec énormément de talent. Je pense à Mirotic qui peut encore progresser. Il y a McDermott, on en a parlé au podcast précédent. Il y a le rookie Valentine qui peut être vraiment sympa à regarder jouer. C'est une équipe intéressante. Après, c'est vraiment le... Mirotic, Tout ce qui est sur le banc et dans le vestiaire, c'est vraiment le plus compliqué pour l'équipe, hein, c'est sûr. Mirotic en défense, tu mets un piqué quoi à la place, hein, il défendra mieux. Ah non, Parce c'est que sûr. le pauvre en défense, il sait rien faire. Hein. Oui, c'est sûr. On se moquait pas mal de qui c'était. Ouais bon, on va prendre l'exemple qui saute le plus rapidement au nez, hein. Mais c'est on se moquait souvent de James Harden et on continue à s'en moquer. Autoporteur aussi dans le style j'ai des oublis et pas mal. Mais Nikola Mirotic, même aux Jeux Olympiques, le mec il a pas rassuré. Hein. C'était assez affreux. Hein. Donc, mais offensivement, c'est clairement... moi ce qui va me plaire c'est McDermott Valentine. Denzel Valentine, c'est clairement le meilleur en termes de positionnement à la draft et talent. C'est le top qu'ils ont eu. Il n'y a que les Spurs qui a eu mieux avec des gens téméraires. Justement, Lui aussi, on ça s'attendait pas vraiment à un tel niveau. Mais Denzel Valentine, ce mec, il est top 5 tous les jours, quoi. Il doit être, top 5, top 6, mais c'est le maximum. Je comprends pas qu'un mec comme ça ait pu finir presque au milieu de la draft. Donc justement, c'est insensé. Ça permet de rebondir. Denzel Valentine, vous en avez déjà parlé, vous nous en parlez. On en a parlé aussi dans un précédent podcast sur la Summer League, que je vous conseille d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il pourrait lui apporter à cette équipe des Bulls justement? Mais tout, la défense, la transition, l'effort, l'aspect prendre les shoots importants. Le mec, c'est un mec quand même... il se chie pas dessus, en Summer League, il a 2 shoots au buzzer en finale, il te met les 2. Il met celui pour égaliser en prolongation, il met celui pour gagner à la fin de la prolongation. C'est un mec qui a du caractère, c'est un mec qui a de l'envie. C'est des joueurs comme ça qu'il faut pour être dans une équipe et pour développer. Ce joueur, quand tu le regardes, mais il a tellement de qualité, c'est impressionnant. Et qu'un mec comme ça ait fini 13e, ou 13e, c'est ça? C'est ça, 12 ou 13e. 13e ou 12e, j'ai un doute, mais oui, ça. 13e. Mais c'est une horreur. Les Bucks, ils ont pris Thonmaker en 10e. Mais tu sélectionnes Thonmaker avant de sélectionner Denzel Valentine. C'est Mais 14e. vire-le ton scout. Mais je sais pas, 14e. mais tu le vires, tu le fais même pas check. C'est une honte. Ce mec-là, c'est juste un talent comme on en voit peu. Et quand on suit un peu la NCAA et qu'on l'a vu jouer à Michigan State qui avait terminé second, il était au-dessus du lot. Mais bon, vu que Michigan State a pas passé le premier tour des phases finales, il n'a pas été exposé, donc c'est un joueur qu'ils ont oublié. Et je pense que les Bulls, à aucun moment avec ce choix-là, ils pensaient pouvoir sélectionner Valentine. Le problème dans tout ça, c'est que, alors c'est vrai que Valentine a un énorme potentiel, c'est indéniable. Le problème, c'est que je reviens aussi sur Højbjerg, c'est que est-ce que Højbjerg a la capacité de faire passer des caps non seulement à Valentine, mais aussi à McDermott? Il est là le problème, parce que ça va rester quand même 2 joueurs importants dans la rotation des Bulls. Et Højbjerg va pas être capable de faire franchir des caps à ce genre de joueurs, donc ça peut être très dangereux. Tu peux avoir du potentiel, si t'as pas le coach derrière, ça va pas marcher. Højbjerg sait gérer ce genre de mecs-là. C'est les mecs qui ont... c'est des mecs d'université, hein. Quand ils arrivent mais là, on n'est plus en université, justement. Ouais, mais c'est des mecs d'université. Donc, dans la gestion de la personne, il va savoir le faire. Ça, il y a aucun doute. C'est par contre, là où Højbjerg va avoir beaucoup de difficultés, c'est pour prendre en charge des mecs plus aguerris. Si t'as pas un mec aguerri qui a du plomb dans la cervelle, type Dwayne Wade, je pense que un mec comme Rondo,
ça va plus être Wade qui va le gérer que Hoiberg. Hein. Bah, j'ai envie de dire tant mieux si Wade arrive à gérer Rondo. Ça serait une belle aubaine justement pour les Bulls. Bien sûr. Je pense qu'aussi Wade aura ce rôle-là, hein, un peu de grand frère au sein de toute l'équipe. Mais non, pour gérer des mecs comme McDermott et Valentine, franchement, si t'es coach de NBA et que t'arrives pas à gérer deux gaziers comme ça, va coacher en proie, quoi. Et encore, en proie, t'as des mecs qui ont le Lego, hein. Ouais, mais j'ai des doutes sur sa capacité à faire franchir des caps sur des rookies. Après, je Je sais rejoins pas, un je peu. pense que c'est un bon coach à niveau 1, c'est un bon coach en système, Hoiberg. Donc, non, sur ça, j'ai pas vraiment de doute. C'est sur ce genre de joueur. Ouais, je rejoins un Flo en fait sur le côté mentor et un peu presque paternel, on va dire, de Dwayne Wade face à cette nouvelle équipe qui est quand même assez jeune. Hein. J'espère que Dwayne Wade jouera le rôle de mentor auprès de Valentine surtout parce que je pense qu'il va, enfin, même qu'il a sûrement déjà compris que c'était un joueur avec beaucoup de potentiel et ça va être vraiment important pour Chicago. J'aimerais bien que la future équipe de Chicago se base un peu sur McDermott, sur Valentine, qui se repose un peu sur ces joueurs-là, qui leur donnent de la confiance, du temps de jeu, qu'ils engrainent de l'expérience et ça se reconstruira au fur et à mesure autour de ces gars-là, avec Jimmy Butler évidemment toujours en leader, mais que Dwayne Wade profite un peu de sa fin de carrière pour servir de mentor et pour laisser vraiment toute son expérience en fait à ces jeunes joueurs-là et avec Fred Hoiberg qui s'il arrive à gérer ces jeunes, ça peut le faire vraiment, ça va être vraiment intéressant à voir comme progression cette année. Bien sûr, moi de toute façon je préfère voir Wade qui s'occupe de Rondo plutôt que d'Hoiberg. Donc oui, si ça se passe comme ça, c'est déjà un très bon point. Je pense que ça se passera comme ça, pas par choix, parce que ce sera la seule solution. Ouais, tu vois vraiment un mec comme Rondo écouter Hoiberg. Non, il avait déjà du mal à écouter George Karl, qui a quand même un passé un peu beaucoup plus glorieux que Hoiberg, même si sur la fin George Karl c'était plus ça. Mais il a quand même un autre passé en NBA une autre crédibilité que Hoiberg. Hein. Non, ça c'est clair. Donc ensuite, messieurs, de quelle manière pourrait-on voir évoluer ces Bulls sur le parquet avec de nombreux créateurs balle en main et un coach qui prône le spacing? Bah pas sur la ligne à 3 points déjà. Là, il y a un véritable problème parce que tu recrutes quand même deux personnages qui ne sont pas excessivement forts à 3 points, voire quasi nuls. Jimmy Butler n'est pas non plus le meilleur shooter à 3 points. Donc sur la ligne extérieure, il y a quelque chose qui coince. Après, ce qui est bien, c'est qu'à la création, voilà, ça va être très très bon. Donc je sais pas, je suis mitigé moi sur le spacing. Ouais, je suis assez d'accord. Aujourd'hui, un gros shooter, t'as qui? Tu vas avoir Mirotic, tu vas avoir McDermott, Valentine, et il est quand même assez irrégulier à 3 points. Il a plus un jeu lui aussi à l'intérieur. Est-ce que ça va pas faire embouteillage tout ça? C'est une belle question. Rondo niveau adresse c'est moyen. Dwayne Wade au niveau de la saison régulière, on a vu que même si les playoffs à longue distance ça a été un autre monde, mais pendant la saison régulière ça n'a pas été faramineux non plus. Butler a un bon shoot mais c'est pas sa principale qualité. Est-ce que ça va pas se marcher dedans à l'intérieur quoi? Est-ce qu'ils vont pas se marcher dessus? Ouais. C'est vraiment le point négatif de cette équipe, c'est qu'il manque un shooter extérieur, c'est clairement ça. Là, je suis sur les stats de Dwayne Wade, ça m'indique qu'il a 15%, presque 16% à 3 points en 2015-2016. Ça fait un peu peur quand même à voir ça. Rondo après playoff, il a plus de 40%, il est à 45 je crois. Ouais, c'est sûr, mais t'as 82 matchs quand même avant à jouer, quoi. Donc, pour aller en playoff, faut être bon en saison régulière, tu vois ce que je veux dire. C'est pareil, Rondo, il a 6%, c'est dégueulasse. Jimmy Butler, on le connaît pas en tant que shooter à 3 points, ou alors il faut qu'il prenne feu. Ouais, c'est vraiment cette barrière extérieure qui va manquer. Enfin, ce shoot extérieur plutôt qui va manquer. Mais, le souci, c'est que si tu mets Mirotic en 4, comment tu fais en défense?
Bah ce que tu fais en défense, c'est que tu comptes sur Jimmy et sur Rondo. Parce que Rondo en défense, on le connaît, il est très bon. Hein. Ah non, là je suis pas d'accord. Rondo était très bon en défense. Rondo en défense, c'est plus du tout ce que c'était. Hein. Rondo, il y a 5-6 ans en défense, ok, c'était très bon. Maintenant, Rondo, c'est très très juste en défense. Hein. À la limite, moi je compterais plus sur un mec comme Wade ou Valentine du côté de Mirotic pour essayer de bloquer un peu l'accès à l'intérieur. Mais je compte absolument pas sur Rondo en défense. Si tu fais acte de sa période aux Kings, je pense que c'est pas le meilleur exemple. Je pense qu'il est capable d'être encore bon en défense. En tout cas, ça c'est moi j'ai pas de doute là-dessus. Hein. Ah, moi j'en ai plein. Même quand il était, enfin, on va pas parler de Dallas parce qu'il y a passé que quelques mois, mais sur les 18 derniers mois aux Celtics, offensivement c'est bon, mais défensivement Rondo c'est le sol, hein, c'est plat, hein, c'est un céphalogramme plat. Pas, faut voir. Moi j'ai confiance en tout cas en défense, bien plus qu'on s'en shoot à 3 points. Oh oui, si on le voit comme ça, oui. Donc finalement, messieurs, on avait déjà parlé brièvement lors de l'épisode précédent. Les Bulls peuvent-ils avoir un bon coup à jouer dans cette conférence Est? Je les vois en play-off. Mais de justesse. Je les vois 8e, quoi. Bah, pour moi, si les Bulls sont en play-off, les Knicks y sont. Je sais pas, je pense que c'est plus compliqué, ce sera plus compliqué pour... je sais pas en fait, j'allais dire c'est plus compliqué pour les Bulls, mais en fait c'est même pas sûr, parce qu'il y a tellement de problèmes aussi à gérer du côté des Knicks que ça va être compliqué. Moi je les vois... cette année, je mets les Bulls devant les Knicks. Hein. Je sais pas, Alors mais moi non. j'aimerais bien voir les deux équipes en play-off, surtout les Bulls. Ouais, ça jouera la 7e, 8e place, pas forcément plus haut, parce qu'il y a quand même de la concurrence, mine de rien. Mais ouais, je les vois en play-off aussi, ouais. Bah, il faut savoir un truc, c'est que c'est très 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 difficile de voir une équipe en play-off quand il y a autant de points d'interrogation qui rôdent autour. Donc voilà, donc c'est difficile. Moi je les vois pas en play-off pour l'instant. Là de ce que je peux voir, ça va être difficile. À l'Est, il va y avoir ça va être très 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 difficile d'intégrer le top 8. Donc moi pour l'instant je les vois pas en play-off. Et donc, pour terminer, voilà, si vous avez plus rien à dire, on va pouvoir clôturer cette page, cette trame principale du podcast et passer directement au quiz, messieurs. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, que ce soit sur les Knicks ou sur les Bulls? Absolument pas. Pas spécialement. Pas spécialement plus, on attend de voir maintenant. Voilà, c'est ça, exactement, wait and see. Donc, maintenant, on va pouvoir directement passer au quiz, habituelle transition, et on se retrouve tout de suite pour le début du quiz. Et on se retrouve tout de suite après transition pour le début du quiz. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Parfaitement. Ok, donc bon, cette fois, je ne vais pas vous rappeler les règles, vous êtes assez grand pour comprendre. Hein. Donc, messieurs, première question. Quel joueur des Knicks ayant été élu Defensive Player of the Year n'a pas été élu dans le premier 5 défensif de l'année? Jordan. Ouais. Patty Wing. Non. Florian. Oui. Tyson Chandler. C'est ça. Tyson Chandler, élu Defensive Player de l'année en 2012, et élu dans le deuxième 5, messieurs. Un petit peu le con quand même. Donc, Comment je vous ai, Ken? Pierre a même pas eu le temps de gérer une réponse, le pauvre. Bah, en fait, j'essayais de reconstituer la question dans ma tête et je comprenais pas, donc... c'est pas Ouais, grave. d'accord. Donc oui, déjà. Allez, deuxième question. Bon. Deuxième question, encore Knicks, messieurs. En quelle année remonte le dernier titre remporté par les Knicks? Jordan. Oui. 1973. Yes. 1913. Allez, un point pour Jordan, ça fait un partout. Pierre, il est temps pour toi que tu te réveilles un petit peu. Les Knicks ont acquis 2 titres durant leur histoire. Allez, on passe tout de suite Bulls. Allez, Pierre, c'est pour toi celle-là. Ouais. Et on sent la motivation. On sent la Il a trop motivation. peur. Qui détient le record de 3 points inscrits pour les Chicago Bulls dans l'histoire? Florian. J'entends Jordan, Florian en premier. Jordan. Florian, j'entends en premier. Kirk Heinrich. Ouais, 2. Ça me dégoûte. Ah, Parce que je pense que C'est c'est Jordan c'est avant. 1032. Non, C'est non. 1032. T'écouteras, Jordan, Flo l'a vraiment dit avant toi.
Toujours impartial, toujours impartial. Et 1032 paniers, je peux même te dire. Arrête toi de te la péter. Arrête, j'ai On étudié, avait mais attends, fait t'as quatre. qu'à réviser un peu. On te donne les sujets des quiz, tu révises, c'est la moindre des choses. Mon C'est dossier, normal c'est que je perde, que je gagne tout le temps. Les mecs, ils révisent pas. L'autre, il a toujours pas parlé depuis le début du quiz. T'es toujours connecté au moins? C'est pas croyable. ça. Ouais, je suis là, j'écoute, je suis l'arbitre. Oh, le trash talk. Bon, messieurs, quel joueur se place au classement des triple-doubles inscrits en playoff derrière Magic, LeBron et Jason Kidd? Jordan. Oui. Jordan. Oui, j'ai entendu, oui, je t'ai dit oui, vas-y. Ouais non, Michael Jordan. Ah, d'accord, non, non. Comment ça? Joueur des Bulls? J'ai pas précisé qui, de quelle équipe. Ah. Au nombre de triple-double. Derrière qui tu as dit, pardon? Jordan. Je répète ta question, vas-y, Jordan répond et après je répéterai la question. Comme on fait les deux. Scottie Pippen. Non. Derrière Magic, LeBron et Jason Kidd. Tu joues Pierre ou pas? Ouais, j'ai aucune idée là. 10 triple-doubles inscrits, messieurs. C'est le nombre. Oh là là. Pierre place au moins une réponse. Pour la forme, quand même. J'ai aucune idée vraiment. Vous n'avez rien du tout? Attends. Bah si, je vais te donner... je vais te donner un joueur, mais Bon, bah, Flo, vas-y. ça doit être un joueur du coup soit des Bulls, soit des Knicks. Et le seul qui est capable de faire des... T'en as deux, c'est Wade ou Rondo. Rondo. Rondo? Rondo, il est bon en... Ouais, il est bon en triple-double, je le sens bien, ouais. Bon, bah, c'est une bonne réponse. Oh, putain. C'est Rondo, le quatrième meilleur... quatrième joueur à avoir inscrit le plus de triple-double en playoff. Mais ça compte pas, il a même pas joué encore avec les Bulls. Bah, ça Ouais, fait... c'est pas faux ça. Regarde, Flo m'a demandé, est-ce que c'est un joueur des Bulls? J'ai dit pas forcément. Ouais, donc en plus, il m'a induit en mais erreur. Mais à il la est base- obligé de à la corser base la du difficulté sujet- pour moi. À la base, le sujet c'est les New York et Chicago, c'est quoi ça? Bah oui, Ouais, à la base c'est j'ai les gars. ouais, Ah oui, bah, oh, et Rajon Rondo, il joue où? Honnête? eh, Mais il a on pas a- dit on a- qu'il était cool. on Bulls. a passé combien de temps à parler Rondo durant le podcast quand même, messieurs? Il a pas Mais encore. laisse-les, Yanis, ils ont même pas révisé. C'est quand même incroyable que les questions soient faites. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Jordan? C'est quand même incroyable que les questions soient faites à la truelle. Non, pas Ouais, du non, tout, c'est- pas du tout. Parce qu'on C'est a... n'importe quoi ça. Oh là, tout de suite, les mauvais perdants, c'est hallucinant quand même. Évidemment, j'ai zéro. Bon, vous m'avez vexé, on passe directement à la cinquième question, c'est bon, allez. Mais, messieurs, dernière question. Quel est le meilleur contreur de l'histoire des Bulls, s'il vous plaît? Florian. Jordan. Je crois que Jordan- Allez, je lui laisse. Oh, allez, Il veut faire play. Artis Gilmore. C'est ça. Félicitations. Allez, merci, au revoir, à bientôt. C'est vraiment... J'ai quand même dit mon prénom avant, mais vu que j'ai déjà 3 points et que je m'en fous, je te le laisse, je suis seigneur. Allez. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Ah, donc en tout cas, Oh, messieurs... Yanis, C'est on moi. est quand même d'accord que j'avais dit mon prénom avant. Hein? Oui, je réécouterai, mais il me semble que oui. Merci. Ah, on est quand même d'accord que je me suis fait voler hein, quand même. Mais... Bah, Oh, les deux T'as quoi. combien de points toi déjà? Bah justement, c'était pour sauver Le l'honneur. mec il a aucun point sur 5 questions, il dit qu'il s'est fait voler. Non mais on aura justement. tout entendu ici. J'aurais pu en avoir un, je me suis fait voler. On voit même pas de quoi il parle. Le mieux dans ton cas c'est plutôt de se faire discret. Tu vois? Ouais, mais Bon. ça fait deux quiz de suite que j'ai zéro là, tu vois, je suis pas bien. Ouais, surtout que, rappelle-moi, t'es supporter de quelle équipe? J'ai pas révisé. Les Bulls. Il est en train de tanker en fait, Pierre, il est en train de tanker. Non, je fais des Sixers en fait maintenant. Ah oui, ça explique tout. Donc en tout cas, messieurs, merci de vos participations. Eh, Oui, qu'est-ce qu'il y a? on a oublié de déclarer le gagnant. Il est horrible. Oh le relou. Florian est déclaré Voilà. grand vainqueur de cette édition numéro 8 du podcast Starting Five. Non, pas grand Merci. vainqueur. Je tiens à Vainqueur. féliciter mes parterres et mes Par terre, t'es partenaires par terre. et spécialement Pierre qui a fait un beau travail aujourd'hui Merci beaucoup. et qui grand révise vainqueur. toujours aussi bien. Entre Flo et moi, De quoi? hein. Pas déconner, hein.
le grand vainqueur, c'est quand même Flo et moi, c'est quand même serré. Pierre, il joue pas dans la même cour que nous, mais Pierre, il va aller sur un starting 5 Pro A. On va créer une deuxième page pour lui. Et la semaine prochaine, je l'annonce ici, je gagne le quiz la semaine prochaine. Oh, Ouais, c'est ça. ça, ça provoque. Là, ça fait comme du Derrick Rose là. Est-ce que Ouais, c'est je fais Derrick Rose, là. Est-ce que c'est un coup de com là? Est-ce que c'est un coup de com? C'est la grosse cote. J'annonce, je gagne le quiz la semaine prochaine. Bon, Ouais. faudrait faire un pari si au cas où il tient pas sa promesse. hein. C'est mon mot de la fin. Est-ce que vous avez. Il va aller sur Basketball Référence pour le gagner. Il va avoir 45 onglets. Donc en tout cas messieurs, merci à vous en tout cas aussi de nous avoir écoutés de votre côté. À la semaine prochaine pour un autre épisode de Starting 5. Bye. Salut. ciao.